Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Aujourd'hui, je vais parler de la conduite en Australie. Hakuna Matata. It means no worries. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la demande du permis de conduire international, transférer son permis français au permis australien, la conduite en Australie, donc conduire à gauche, la signalisation, le parking, les contrôles de police et tout ce que vous devez savoir si vous voulez louer une voiture ou acheter une voiture en Australie. Tout d'abord, je voudrais m'excuser s'il y a des petits changements de luminosité, c'est parce que je tourne cette vidéo juste après mon travail, donc il est 5 heures et à 5 heures en Australie, le soleil commence un peu à se coucher, donc j'espère que mon appareil photo va pouvoir réguler la luminosité, mais il va peut-être y avoir certains changements. Donc je vous prie de m'excuser, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc si vous ne le savez pas, l'Australie est un état fédéral, ce qui veut dire qu'en fait chaque état a sa propre législation. Donc si vous vous rendez dans un état particulier, donc Nouvelle-Galles du Sud ou Victoria, il faut que vous regardiez vraiment à l'échelle de l'état parce que c'est eux qui vont réglementer la conduite. Cependant les règles sont assez similaires d'un état à l'autre par rapport au permis et aux règles de conduite. Donc quand vous conduirez en Australie, il faudra vous munir de votre permis de français et de sa traduction. Pour la traduction, vous avez deux possibilités. Donc soit faire une demande de permis international en France, qui est donc une traduction officielle du permis français et qui est donc gratuite. Si vous n'avez pas le temps ou que vous êtes déjà en Australie, vous pouvez faire traduire votre permis français. Il faut que ce soit fait par un des traducteurs assermentés qui est donc sur une liste d'une organisation qui s'appelle la NATI. Donc maintenant je vais parler de la demande de permis international. Ce permis est délivré pour une durée de 3 ans qui est renouvelable, il est donc gratuit. Vous pouvez faire la demande en ligne si vous résidez en France et donc vous envoyez tous vos documents et une enveloppe affranchie et ils vous renverront le permis. Si vous ne résidez pas en France et que vous avez été à l'étranger pour moins de 6 mois, vous pouvez toujours faire la demande mais il faudra donc remplir un formulaire. Je mettrai toutes les informations pour la demande de permis international dans la boîte de description en dessous. Par contre, si vous avez vécu en France depuis plus de 6 mois, vous n'êtes pas considéré comme un résident français et donc vous ne pouvez pas faire la demande de permis international. Donc prenez-y-vous à l'avance parce que sur leur site ils indiquent un délai de 11 semaines avant de pouvoir recevoir le permis international, donc c'est presque 3 mois. Maintenant, si vous êtes donc résident temporaire ou vous avez vécu en Australie depuis plus de 6 mois, vous pouvez faire une demande de permis australien. Donc ça inclut les personnes qui sont en visa vacances-travail et par contre votre permis aura une limite dans la durée puisque vous êtes un résident temporaire. Donc je crois que pour les personnes en visa vacances-travail c'est de 1 an. Si vous êtes sur un visa vacances-travail, je sais pas vraiment si ça vaut le coup de faire la demande de permis australien parce que ce n'est pas gratuit en fait. Et donc comme vous pouvez utiliser votre permis international, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, la conduite en Australie. Déjà, le premier truc que je voudrais dire, c'est qu'ils ont quasiment partout des voitures automatiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes une quiche comme moi pour conduire et pour vous garer, ce sera beaucoup plus facile malgré le fait qu'on doit conduire à gauche ici. Donc la conduite est assez similaire à la France par rapport à la signalisation. Il y a des road guides, donc des guides de route pour chaque état. Et en fait, si vous voulez un petit peu voir les règles, etc., vous pouvez vous référer à ces guides. La différence de régulation du code de la route en fait entre les différents états, elle est assez minime. Je crois que par exemple dans toute l'Australie, sur l'autoroute, c'est en général limité à 110, sauf en territoire du Nord où ils ont une limite différente. D'une manière générale, il y a quelques petits trucs, mais c'est à peu près pareil dans toute l'Australie. Maintenant, il y a quelques petits trucs à noter que je voudrais vous dire pour vous aider et qui pourraient vous surprendre par rapport à la conduite. Moi, un truc qui me surprend, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de bretelles d'autoroute en fait. Et donc du coup, vous entrez dans l'autoroute d'un carrefour et donc vous allez voir sur l'autoroute des signaux qui disent mauvais sens, ne continuez pas sur cette route. Et en fait, c'est dû au fait que les gens des fois se trompent parce que du coup, comme c'est un carrefour, ils peuvent aller du mauvais côté. Il faut être extrêmement vigilant si vous conduisez dans des zones rurales à l'aube et à la tombée de la nuit parce qu'il y a des animaux qui traversent les routes, donc des kangourous, des koalas. Et en fait, ils sortent vraiment de nulle part. Donc moi, ça m'est arrivé, c'était avec un sanglier. Et en fait, il est vraiment sorti, mais on le voit pas sortir quoi. Donc on s'est arrêté, on était à 60 km/h. Mais vous pouvez avoir des accidents
d'accidents sur la route à cause de ça. Faites extrêmement attention. Vous allez voir en fait sur la route des limites de vitesse en jaune, c'est une vitesse indicative. Donc ils le font souvent quand il y a des virages où en fait ils vous recommandent la vitesse à laquelle vous devez aller. Si vous ne respectez pas cette vitesse, vous n'allez pas recevoir une amende. Il y a des règles particulières dans les villes qui ont un tramway, donc particulièrement à Melbourne, quand vous pouvez traverser, quand vous pouvez aller sur la voie, etc. Ils n'ont pas vraiment de péage comme on a nous en France, tout est électronique et donc en fait ils ont un espèce de badge qui va calculer et envoyer pour savoir combien vous devez payer en fonction de la distance que vous faites. Et si vous n'avez pas en fait ce petit truc électronique, ils vont prendre une photo en fait, ils vont vous envoyer donc un document et vous aurez quelques jours pour payer le péage. Dans certaines zones très reculées, il y a des énormes camions en fait très longs qui vont prendre des routes en fait du coup pour approvisionner les villes reculées et ils sont assez difficiles à dépasser, donc faites très attention. Par rapport à la conduite d'une manière générale, c'est assez similaire à la France. Si vous vivez dans une grande ville comme Sydney, c'est similaire à Paris, la façon dont les gens conduisent, donc de façon un peu sauvage je dirais. Et en plus comme les gens ont des voitures automatiques, ils sont extrêmement réactifs et donc du coup tout va encore plus vite. Alors on a parlé de la signalisation qui est assez similaire, je voudrais quand même parler très rapidement de parking. Vous allez vous retrouver avec des signes et vous allez être là mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc voilà, je voudrais vous expliquer un petit peu comment les signes de parking marchent. Tout en haut du signe de parking, vous allez avoir un nombre avec P. Donc si c'est 1 P, ça veut dire que vous pouvez vous garer pendant 1 heure. Si c'est 2 P, ça veut dire que vous pouvez vous garer pendant 2 heures. Si c'est un demi-P, ça veut dire que vous pouvez vous garer pendant une demi-heure. Donc le nombre en fait c'est le nombre d'heures et P c'est pour dire que vous pouvez vous garer. Ensuite en dessous du P vous allez soit rien avoir, ça veut dire c'est gratuit. Ensuite vous pouvez avoir meter, donc en fait vous allez devoir aller au meter et entrer votre endroit en fait où vous êtes garé et ensuite il va compter en fait le temps où vous restez. Et ensuite vous avez ticket et donc en fait c'est comme en France, c'est une machine avec des tickets, vous devez y aller, payer, mettre votre ticket. Ensuite en dessous de ça il va y avoir la restriction dans laquelle ça s'applique. Si par exemple ça dit de lundi à vendredi, ça veut dire que cette restriction de parking, donc 1 P par exemple, ne s'applique que du lundi au vendredi. C'est-à-dire que si vous voulez vous garer en dehors de lundi et vendredi, donc par exemple samedi, vous n'allez pas devoir respecter 1 P. Vous pouvez vous garer aussi longtemps que vous voulez. Et ensuite, il va y avoir des horaires aussi. Donc de la même façon, si c'est de 9h à 6h, si vous vous garez après 6h, vous n'avez pas à respecter les 2 P. Après, ils vont avoir parfois des combinaisons. Donc par exemple, du lundi au vendredi, vous pouvez vous garer pendant 1 P et le samedi et dimanche vous pouvez vous garer pendant 2 heures. Vous allez aussi voir sur les pancartes Permit Holder Accepted, c'est pour les résidents en fait parce qu'ils peuvent acheter un permis de parking et donc ça leur permet de se garer sur une durée illimitée sans avoir à respecter les 1 P, 2 P, etc. Comme ça, ils peuvent se garer devant chez eux sans avoir à déplacer leur voiture tout le temps. Vous allez aussi voir AREA avec un nombre, donc ici AREA 18. En fait, ça veut dire que si par exemple vous vous garez pendant 1 heure, vous devez ensuite bouger votre voiture et vous devez la mettre dans une différente AREA. Vous ne pouvez pas la remettre quelque part qui est dans AREA 18. Vous allez devoir aller plus loin et trouver AREA avec un autre nombre. Ensuite, vous allez avoir no parking, no stopping, loading zone. Ces signaux, en fait, ont une restriction en disant que c'est du lundi au mardi de 9h à 5h. Ça veut dire qu'en dehors, vous allez pouvoir vous garer. Alors, les contrôles de police, je voudrais juste dire 2 choses. Il y a des contrôles d'alcoolémie et de vitesse qui sont assez fréquents, particulièrement l'alcoolémie, particulièrement autour des stades et particulièrement en période de vacances ou quand ils savent que les gens vont prendre leur voiture et sortir. Et ils sont extrêmement stricts par rapport à ça, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous retrouver au tribunal si vous excédez les régulations. Et aussi à ces périodes en fait où il y a double démérite, donc ça veut dire que si vous commettez une infraction, donc pour un excès de vitesse, pour ne pas porter votre ceinture ou par rapport à l'alcool, vous allez perdre le double de points sur votre permis. Maintenant, je voudrais vous parler de louer une voiture. Donc vous pouvez avoir des surcharges parce que vous n'avez pas un permis australien, vous pouvez avoir des surcharges par
rapport à votre âge, parce que vous prenez la voiture à l'aéroport ou parce que l'endroit où vous prenez la voiture en fait est reculé. Donc ça va arriver par exemple à Uluru. Alors le truc important dont je vais vous parler, c'est que en fait il y a un truc qui s'appelle l'excess. Vous n'allez pas payer le prix total de la voiture si vous cassez complètement la voiture. Vous allez donc payer une somme en fait qui va être dans votre contrat et pas le prix total de la voiture. Les agences de location vont vous proposer de réduire cette somme et cette somme peut parfois être réduite jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'elles vont vous faire payer quelque chose qui n'est pas une assurance. Donc vous pouvez le réduire, je crois, de moitié et de 0 en fonction des agences de location. Ça veut juste dire que si vous cassez complètement la voiture ou que vous endommagez la voiture, vous allez soit payer moins ou soit ne pas payer du tout. Quand elles vont réduire cet excès, il y a des choses qu'elles vont pas couvrir. Donc par exemple, si vous vous retrouvez dans un accident où vous foncez dans quelque chose, vous n'êtes pas dans un accident avec une autre voiture, la plupart du temps ça ne va pas être couvert par cette annulation de excess en fait. Il est plus avantageux d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue pour être vraiment assuré complètement de prendre une assurance à part qui n'est pas fournie par l'agence de location. Donc je vais vous mettre une des assurances que moi j'ai prises. Alors par contre le désavantage en fait en prenant une assurance, c'est que vous allez devoir payer et ensuite faire une réclamation pour être remboursé. Lisez bien tout ce qui est écrit dans votre contrat. Par exemple, parfois ils vont vous interdire d'aller sur des routes qui ne sont pas goudronnées. Donc s'ils voient que vous y êtes allé, ils peuvent vous faire payer quelque chose, surtout si la voiture a été endommagée d'une quelconque façon. Je voulais aussi couvrir la location de 4x4. C'est pas parce que vous prenez un 4x4 dans une agence de location que vous allez pouvoir aller sur le sable et que vous allez pouvoir aller sur les routes non goudronnées. Il faut que dans vos conditions, en fait, vous puissiez aller sur le sable ou les routes non goudronnées. Et toutes les agences de location ne le proposent pas et donc faites vraiment bien attention à ça parce que vous pourriez vous retrouver à prendre un 4x4 et ensuite ils voient que vous avez été sur le sable ou sur les routes non goudronnées et donc ils vous feront payer pour des dédommagements, etc. Si par exemple vous voulez aller à Fraser Island, ce qui est assez commun de prendre un 4x4 parce qu'on peut pas se déplacer autrement là-bas, vous devez passer par des agences spéciales, vous pouvez pas passer par les agences classiques qui sont Avis, Hertz, etc. parce que eux ils vous interdisent d'aller sur le sable. Je voudrais juste parler très brièvement des locations courte durée. Donc à Sydney, il y a une entreprise qui s'appelle GoGet, donc qui a des voitures qui sont garées à certains emplacements. Vous devez les ramener en fait à l'emplacement auquel vous les avez initialement prises. Donc vous pouvez pas genre la prendre quelque part, aller à un autre endroit et rendre la voiture à l'autre endroit. Mais par contre ça vous permet de faire des locations sur de courtes durées. Donc si par exemple vous avez un meuble à aller chercher et vous payez un abonnement, il y a des frais en fait mensuels et ensuite vous payez à l'heure. Voilà, donc le dernier point que je voudrais couvrir, c'est acheter une voiture en Australie. Parfois si vous voyagez, ça peut valoir plus le coup d'acheter une voiture que de louer une voiture. Ce que je sais, c'est que ça coûte pas aussi cher qu'en Europe d'acheter une voiture d'occasion. Par contre, pensez que vous devrez payer une assurance pour la voiture, vous devez payer une registration qui est donc la plaque d'immatriculation. Vous devrez aussi payer pour le parking. Donc voilà, pensez à ça si vous achetez une voiture. Il y a un site aussi, vous pouvez entrer le numéro de série de votre voiture et voir quand est-ce que la voiture a été mise en circulation, etc. Ce qui vous permet de un petit peu regarder l'ancienneté. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider si vous devez faire votre demande de permis international ou si vous vous demandez comment c'est de conduire en Australie. Donc moi ça m'arrive de conduire de temps en temps, je déteste conduire, je suis vraiment trop nulle en conduite et les voitures automatiques c'est beaucoup plus facile et c'est assez facile de conduire en dehors des villes ou même dans les villes qui sont plus petites genre Adélaïde, etc. Donc si vous n'aimez pas conduire, je voudrais vous rassurer et vous dire que c'est presque plus facile de conduire en Australie même si c'est à gauche qu'en France. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par des vidéos sur l'Australie et des conseils, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye! You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.